Au cœur d'un tourbillon de neige d'une violence inouïe, une jeune femme tomba sur un loup blessé, sa fourrure argentée souillée de sang. Défiant toute prudence, elle mit l'animal en sécurité, sans se douter de ce que sa bonté allait déclencher. 3 jours plus tard, alors que la tempête s'apaisait, le sol trembla sous des dizaines de pattes. Une meute entière était venue et se tenait devant sa porte. Et ce qui suivit laissa tout le monde stupéfait. Le vent hurlait comme un être vivant, une plainte rauque et glaciale qui déchirait les pins et recouvrait le sentier de montagne de couches épaisses et poudreuses. C'était la Burle, ce vent du nord redouté dans les Cévennes, qui semblait vouloir arracher l'âme du paysage. Manon le roi resserra son châle autour de ses épaules, chaque pas une bataille acharnée contre la neige qui s'agrippait à ses bottes, cherchant à la paralyser. Elle avait grandi sur ces terres escarpées, un coin de France où la survie signifiait courage, vivacité d'esprit et un respect profond, presque sacré, pour la nature. Pourtant, même elle n'avait jamais affronté une tempête pareille. Sa maison de campagne, un refuge de pierre et de bois hérité de ses grands-parents, était encore à des kilomètres, un point minuscule dans l'immensité blanche et déchaînée. C'est alors qu'elle l'entendit. Un cri, faible mais perçant, porté par les rafales. Elle se figea, le corps tendu, écoutant avec une attention qui faisait fi du froid mordant. Ce n'était pas un cri humain. Il était plus profond, plus brut, un son de douleur pure qui lui envoya un frisson n'ayant rien à voir avec la température glaciale. La curiosité luttait férocement avec son instinct de survie. Dans ces montagnes, de tels cris appartenaient généralement aux prédateurs, et s'approcher pouvait signifier un désastre. Pourtant, quelque chose d'irrésistible la poussait en avant. Elle se fraya un chemin à travers les congères, suivant le son plaintif jusqu'à ce qu'elle tombe sur une scène qui la cloua sur place. Là, à moitié enseveli dans la neige, gisait un loup. Son flanc était une plaie béante, et le sang, d'un carmin choquant, maculait la blancheur immaculée de la neige. Sa respiration était superficielle, chaque expiration se condensant en un petit nuage de vapeur dans l'air glacial. Le premier réflexe de Manon fut la peur. Une peur primaire, viscérale. Un loup blessé était une créature dangereuse, imprévisible, capable d'attaquer même aux portes de la mort. Mais alors, les yeux de l'animal rencontrèrent les siens. Ils étaient dorés, féroces, mais voilés par une souffrance intense. Dans ce regard, elle ne vit pas un monstre, mais une créature qui luttait désespérément pour sa vie. Les paroles de sa grand-mère résonnèrent dans sa mémoire avec une clarté assourdissante, la miséricorde est la plus grande des forces. La nature respecte ceux qui en font preuve. S'agenouillant avec une infinie précaution, Manon retira son châle de laine épaisse et le pressa contre la blessure, ignorant la morsure du sang gelé sur ses mains. Doucement, murmura-t-elle, comme si le loup pouvait la comprendre. Tu n'es pas seul. L'animal tressaillit, un frémissement parcourut son corps affaibli, mais il ne résista pas. Puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas, Manon souleva le loup, dont le poids mort faillit la faire basculer. Pas après pas, dans un effort herculéen, elle le ramena vers sa maison de campagne, la tempête lui fouettant le visage et le froid s'insinuant jusqu'à ses os. Lorsqu'elle franchit enfin la porte en titubant, l'épuisement menaçait de la terrasser. Elle déposa délicatement le loup près de l'âtre, ranima les flammes et entreprit de soigner ses blessures avec les maigres ressources dont elle disposait, des linges propres, de l'eau chaude et des herbes médicinales dont sa grand-mère lui avait enseigné les vertus. Elle travailla toute la nuit, murmurant doucement à l'animal, comme si ces mots pouvaient, à eux seuls, le maintenir en vie. Quand l'aube arriva, une lueur pâle filtrant à travers la vitre givrée, le loup respirait encore. Faiblement, mais il était vivant. Manon s'effondra contre la cheminée, un soulagement immense inondant son corps fourbu. Elle n'avait aucun moyen de savoir ce que son acte de miséricorde allait engendrer. Pendant 3 jours, la tempête fit rage à l'extérieur, et pendant 3 jours, elle veilla sur le loup. Elle le nourrit avec des restes de chevreuil, nettoya ses plaies et lui parla comme à un vieil ami. Peu à peu, il reprit des forces. Ses yeux dorés devinrent plus clairs, plus vifs, et il la fixait avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Le 3e matin, alors que le blizzard s'était enfin calmé, Manon ouvrit la porte et découvrit un monde drapé d'une neige étincelante et silencieuse. Elle s'attendait au calme. Au lieu de cela, la forêt frémissait d'un son qui lui glaça le sang, le cœur grave et envoûtant de hurlements. Se retournant, le souffle coupé, elle vit émerger de la lisière des arbres, leurs silhouettes se découpant sur la neige, des loups. Pas un ou deux, mais des dizaines, leurs yeux fixés sur sa maison. Le loup blessé remua derrière elle,
levant la tête. La meute était arrivée, et ce qu'ils allaient faire dépassait tout ce que Manon, ou le village de Saint-Laurent-du-Pape qui murmurait son histoire pendant des années, aurait jamais pu imaginer. La main de Manon se figea sur le cadre de la porte alors que la meute s'approchait. Leurs pattes s'enfonçaient dans la neige avec une précision silencieuse, une ondulation de muscles et de fourrure contre le blanc infini. 20, peut-être plus. Elle cessa de compter, le souffle court, réalisant qu'elle n'avait jamais vu autant de loups rassemblés en un seul lieu. Pas ici, pas si près de sa maison. Son instinct lui hurlait de claquer la porte, de la barricader avec la lourde poutre de chêne et de se cacher à l'intérieur jusqu'à ce que le danger soit passé. Les loups n'étaient pas connus pour leur clémence, et elle avait capturé l'un des leurs. Mais lorsqu'elle se tourna, son regard se posa sur le loup blessé qui se reposait près du feu. Il avait maintenant la tête levée, les oreilles dressées, et ses yeux dorés brillaient plus intensément que jamais. Il n'avait pas peur. Il attendait. Le premier loup de la meute s'arrêta à seulement 10 pas de sa porte, son souffle formant des volutes dans l'air glacial. Plus grand que les autres, sa fourrure était une tempête de gris et de noir, et ses yeux étaient aussi vifs que des éclats d'ambre. L'alpha? Son regard croisa celui de Manon, stable, indéchiffrable. Derrière lui, le reste de la meute se déploya en éventail, les queues basses mais sans agressivité, l'observant avec une intensité sans ciller. Le cœur de Manon battait à tout rompre. Elle avait grandi avec les histoires de loups, des créatures de la frontière sauvage dont les trappeurs et les chasseurs du village parlaient à voix basse. Ils disaient que les loups étaient rancuniers, qu'ils se souvenaient de chaque affront, de chaque acte de cruauté. Mais les histoires de sa grand-mère étaient différentes. Les loups étaient des gardiens, des esprits de la nature, protecteurs de ceux qui respectaient l'équilibre de la vie. Pendant un long moment, le silence régna, seulement brisé par le vent qui gémissait entre les pins. Puis, un son s'éleva derrière elle, le grognement grave et profond du loup blessé. Ce n'était pas un grognement de colère, mais de reconnaissance. Il se mit debout en chancelant, boitant lourdement, et se dirigea vers la porte ouverte. Manon tendit instinctivement la main. Non, tu n'es pas prêt. Mais il l'ignora, le corps faible mais l'esprit déterminé, chaque pas délibéré. Arrivé au seuil, il s'arrêta, à moitié dans l'ombre de la maison, à moitié dans la lumière du matin. La réaction de la meute fut immédiate. Un chœur de jappements graves éclata, s'élevant ensuite en une complainte envoûtante et unie. Le son vibra à travers les os de Manon, remplit la vallée et résonna contre les falaises gelées. Elle s'agrippa au cadre de la porte pour ne pas trembler. Ce n'était pas une menace, c'était quelque chose de plus ancien, de plus sacré. L'alpha s'avança, levant le museau pour flairer l'air. Puis il baissa la tête et émit un aboiement court et sec. Le loup blessé répondit par un léger gémissement, remuant la queue une seule fois avant de boiter dans la neige pour rejoindre les siens. Manon sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle l'avait soigné, nourri, lui avait parlé comme s'il comprenait chaque mot. Et maintenant, après toutes ces nuits, il partait. Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle avait toujours su qu'il appartenait à la nature. Au lieu de cela, une douleur vide fleurit dans sa poitrine. Les loups entourèrent leur frère blessé, le frôlant, le léchant, comme pour le rassurer. Puis, à sa grande surprise, l'alpha tourna son regard vers elle. Ce n'était pas un regard de fureur, ni un grognement, juste un long regard fixe qui la cloua sur place. C'était presque une reconnaissance. Son souffle se condensa dans l'air alors qu'elle chuchotait, « Vous êtes venu pour lui. » L'alpha renifla, un nuage de vapeur s'élevant de son museau. La meute commença à bouger, lentement, délibérément, guidant le loup blessé vers les arbres. La neige tombait des branches alors qu'ils disparaissaient dans l'étreinte de la forêt des Cévennes. En quelques secondes, ils étaient partis, ne laissant que des empreintes profondes dans la neige fraîche. Manon resta figée, son châle serré autour d'elle, le silence environnant plus lourd que jamais. Elle se dit que c'était la fin. Le loup était retourné parmi les siens. La vie continuerait. Mais à la tombée de la nuit, Manon ne put se défaire du sentiment d'être observée. Chaque craquement des poutres, chaque rafale de vent contre la fenêtre la faisait sursauter. Elle finit par s'endormir près du feu, son fusil de chasse à portée de main, ses rêves emplis d'yeux dorés et de hurlements mélancoliques. À l'aube, elle sortit. La tempête était passée, laissant le monde dans un calme cristallin. Ses bottes crissaient sur la neige alors qu'elle se dirigeait vers le tas de bois, et c'est là qu'elle s'arrêta net. Au bord de sa clairière,
gisait un cadeau. Le corps d'un chevreuil fraîchement tué, intact, une légère vapeur s'élevant encore de sa carcasse dans le froid. Des empreintes de loup l'entouraient, profondes et délibérées. Le souffle de Manon se coupa. Les loups ne laissaient pas d'offrande. Ils ne partageaient pas leur proie. Pourtant, c'était là, un message tacite laissé à sa porte. Son acte de miséricorde n'était pas passé inaperçu. La meute était revenue. Alors que Manon contemplait ce présent dans la neige, une question la hantait, était-ce un geste de gratitude, ou un avertissement de quelque chose de bien plus dangereux à venir? Manon s'accroupit dans la neige, fixant le chevreuil. La vapeur qui s'élevait de son corps prouvait qu'il avait été tué quelques heures plus tôt. Les loups n'y avaient pas touché. Ils l'avaient délibérément amené ici, le laissant intact, comme une offrande. Sa main gantée plana au-dessus de la carcasse, hésitant à la toucher. Elle avait entendu parler de loups partageant leur proie au sein de la meute, mais jamais avec un humain. Cet acte ne correspondait à aucune des règles de la nature sauvage qu'elle pensait connaître. Était-ce une simple reconnaissance pour avoir sauvé le loup blessé, ou un test silencieux, une façon de dire « tu as nourri l'un des nôtres, maintenant nous te nourrissons » L'idée la troublait, mais elle éveillait aussi quelque chose au plus profond d'elle. Elle leva les yeux vers la lisière des arbres où les ombres s'étiraient entre les pins. Rien ne bougeait, mais le silence semblait vivant, attentif. Manon. La voix la fit sursauter. Elle se retourna brusquement et vit son plus proche voisin, Nicolas Bernard, avancer péniblement dans la neige, une hache sur l'épaule. Il s'arrêta net en voyant le chevreuil. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il en abaissant sa hache. « La bête est intacte. Pas une marque. Et ils l'ont laissé juste devant ta porte. » Manon hocha la tête, encore sous le choc. Les loups. Ils étaient là cette nuit. Nicolas fronça les sourcils, son visage buriné se tendant. Les loups ne laissent pas de nourriture aux gens. Ce ne sont pas des saints, Manon. Ce sont des prédateurs. Ce n'est pas un cadeau, c'est un avertissement. Tu as recueilli l'un des leurs, et maintenant il te montre qui commande ici. Ces mots brisèrent son espoir comme de la glace. Elle voulait argumenter, défendre le lien étrange qu'elle sentait naître, mais même elle ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. « Je ne crois pas que ce soit une menace, dit-elle à voix basse. C'est différent. » Nicolas secoua la tête. Différent ou pas, le village ne le verra pas comme ça. Ça fait des mois qu'ils parlent de chasser les loups, les accusant pour chaque veau disparu, chaque chèvre perdue. S'ils apprennent qu'une meute est si proche, ils viendront avec des fusils. Cette pensée lui provoqua un frisson pire que le vent. Le loup qu'elle avait sauvé était toujours là, quelque part, en convalescence parmi les siens. Si les chasseurs venaient, la meute n'aurait aucune chance. Elle décida de garder l'incident secret. Avec l'aide de Nicolas, elle traîna le chevreuil jusqu'à sa maison. Ils le dépecèrent, conservèrent ce qu'ils pouvaient et stockèrent le reste dans la cave froide sous le plancher. Pas un seul morceau ne fut gaspillé. Mais pendant tout ce temps, Manon sentit des yeux l'observer depuis la forêt, invisible mais indéniable. Cette nuit-là, elle rêva de loup. Elle entendit leur hurlement dans le blizzard, vit des yeux dorés la fixer depuis l'obscurité et sentit à nouveau le poids du corps du loup blessé dans ses bras. Quand elle se réveilla, son cœur battait la chamade, mais les hurlements étaient réels, graves et envoûtants, résonnant dans la vallée. Le lendemain matin, elle trouva d'autres empreintes. Des traces fraîches encerclaient sa maison, prudentes, délibérées, comme si les loups avaient veillé sur elle pendant la nuit. Il n'y avait aucun signe de dommage ou d'agression, juste une présence silencieuse. Pourtant, la nouvelle se répandit. Nicolas n'était pas du genre à bavarder, mais à la fin de la semaine, les murmures emplissaient le bistrot tabac du village. Il y a des loups chez la petite Leroy. Il laisse des proies mortes à sa porte. Elle les nourrit, elle les attire. Manon sentit les regards lorsqu'elle se rendit à Saint-Laurent-du-Pape. Certains curieux, d'autres méfiants. Quelques hommes marmonnaient qu'il fallait s'occuper de la meute avant qu'elle ne devienne trop audacieuse. Elle voulait protester, leur dire la vérité, que les loups n'étaient pas une menace, qu'ils lui avaient montré une étrange forme de respect. Mais elle savait comment cela sonnerait. Pour eux, les loups étaient des ennemis, pas des alliés. Et quiconque pensait le contraire était soit naïf, soit, pire encore, dangereux. De retour à sa maison, la tension monta. Les nuits suivantes apportèrent d'autres visites,
parfois juste des empreintes, parfois le reflet lointain d'yeux entre les arbres. Les loups ne s'approchaient pas, mais ils ne partaient pas non plus. C'était comme s'ils attendaient, tournant autour d'elle, observant pour voir ce qu'elle ferait ensuite. La détermination de Manon se durcit. Elle ne pouvait pas laisser la peur dicter l'histoire. Elle avait sauvé l'un d'eux, et il l'avait reconnu. Quelle que soit la signification de cette étrange connexion, elle n'allait pas la trahir. Mais un soir, alors que le soleil teintait la neige de rouge, les loups revinrent. Cette fois, pas avec un cadeau, mais avec une présence impossible à ignorer. Le loup blessé, suffisamment guéri pour marcher seul, entra dans la clairière. Ses yeux dorés se fixèrent sur Manon tandis que le reste de la meute se déployait derrière lui, leur silhouette sombre se découpant sur la neige. Pour la première fois, l'alpha rompit le silence, non pas avec un hurlement, mais en inclinant la tête, un geste de reconnaissance qui fit parcourir un frisson dans le dos de Manon. Elle comprit alors que les loups ne faisaient pas que lui rendre visite. Ils l'invitaient. Mais elle ne comprenait pas encore à quoi. Et la décision qu'elle prit ensuite allait changer non seulement son destin, mais celui de toute la vallée. Le soleil était bas, teintant la neige d'un carmin profond lorsque la meute se rassembla dans la clairière de Manon. Leurs pattes s'enfonçaient silencieusement dans la neige, leur souffle se condensant comme de la fumée dans l'air glacial. Au centre se tenait l'alpha, énorme, balafré, ses yeux ambrés fixés sur elle. À ses côtés, le loup qu'elle avait sauvé, boitillant encore mais se tenant droit, ses blessures presque guéries. Le pouls de Manon s'accéléra. Tous ses instincts lui criaient de se réfugier dans la sécurité de sa maison, de verrouiller la porte et de prier pour que les loups retournent dans la forêt. Pourtant, elle ne bougea pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'alpha avait incliné la tête, non pas en signe de soumission, mais de salut solennel, qui la maintenait clouée sur place. Le loup blessé gémit brièvement et s'avança jusqu'à ce que ses pattes entrent dans le cercle de lumière qui se déversait de la porte. Ses yeux allaient et venaient rapidement entre Manon et ses congénères, comme s'il la pressait de comprendre. Une invitation. C'est ce que cela semblait être. Pas une menace, ni un test, mais un appel à franchir la ligne qu'elle avait toujours tracée entre son monde et le leur. Son souffle se condensa dans l'air alors qu'elle chuchotait « Vous voulez que je vous suive ?» Les oreilles des loups tressaillirent, leur corps tendu mais pas agressif. L'alpha laissa échapper un grognement sourd, puis se retourna, menant la meute vers les arbres. Le loup blessé resta en arrière, ne quittant pas le visage de Manon des yeux. Son cœur battait à tout rompre. S'aventurer dans la forêt au crépuscule, avec une meute de loups pour guide, était une folie. Si les villageois la prenaient, ils la traiteraient de folle, ou pire, de traîtresse à sa propre espèce. Pourtant, l'attraction était indéniable. Elle s'enveloppa plus étroitement dans son châle, prit une lanterne et s'avança dans la neige. Le loup blessé la précéda, la guidant avec patience et assurance. Le reste de la meute se dispersa, leurs silhouettes s'entremêlant entre les arbres comme des fantômes. Les bottes de Manon crissaient doucement tandis qu'elle les suivait, et la forêt se referma sur eux. Ils l'emmenèrent plus loin qu'elle n'avait jamais osé aller, dans une clairière qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre se trouvait un monticule de rochers enneigés formant une tanière. Les loups se rassemblèrent autour, formant un cercle silencieux. L'alpha se tenait droit, ses yeux brillants à la lumière de la lanterne, tandis que le loup blessé s'allongeait près de l'entrée. Manon sentit un nœud se former dans sa gorge en réalisant. C'était leur foyer, leur sanctuaire, et en l'amenant ici, il lui montrait ce qu'aucun étranger n'avait jamais vu. Le loup blessé émit un léger grognement, non pas d'avertissement, mais de fierté. De la tanière, un mouvement se fit entendre. Une paire de louveteaux sortit en trébuchant dans la neige, leurs petites formes sombres se détachant sur le froid. Ils jappèrent, et l'un d'eux bondit maladroitement vers la lueur de la lanterne avant d'être ramené en arrière par une femelle vigilante. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. C'est pour cela qu'ils étaient venus. C'est pour cela qu'ils lui avaient fait confiance. En sauvant l'un des leurs, elle avait été entraînée dans leur cercle de survie. On lui avait montré la vérité la plus profonde de la meute, la famille. Pendant de longues minutes, elle resta silencieuse, observant les loups s'occuper des petits, les léchant, les gardant au chaud. Le regard de l'alpha ne se posa sur elle qu'une seule fois, mais ce fut suffisant. Ce n'était plus seulement de la reconnaissance, c'était du respect. Lorsque les loups commencèrent enfin à se disperser, s'évanouissant dans les arbres sombres, le loup blessé resta. Il revint à ses côtés, pressant légèrement son flanc contre sa jambe avant de boiter à la suite de ses congénères.
Manon retourna à sa maison en silence, sa lanterne se balançant dans l'obscurité. À l'intérieur, elle s'effondra près du feu, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, elle avait franchi une frontière. Elle était entrée dans un monde que peu d'humains avaient jamais entrevu. Elle n'était pas encore sûre de ce que cela signifiait, mais elle savait une chose avec certitude. Les loups l'avaient choisie. À l'aube, les premières rumeurs arrivèrent à sa porte. Les chasseurs avaient trouvé des traces, trop nombreuses et trop proches du village. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. La meute devenait audacieuse, encerclait les maisons, menaçait le bétail. Des voix s'élevèrent avec colère, demandant que des mesures soient prises. Nicolas Bernard arriva à sa maison, le visage sombre. « Ils vont organiser une battue », l'avertit-il. « Et bientôt. Tu dois être prudente, Manon. S'ils découvrent à quel point les loups sont proches de toi, ils penseront que tu les aides. » Son estomac se noua. Elle pensa aux louveteaux dans la tanière, aux loups qui lui avaient confié leurs secrets. Si les villageois les découvraient, ce ne serait pas une chasse, ce serait un massacre. Alors que l'avertissement de Nicolas résonnait à ses oreilles, Manon l'entendit à nouveau. La plainte des loups qui s'étendait sur la vallée. Cette fois, ce n'était pas seulement un hurlement. C'était une supplication. Et elle sut qu'elle devait choisir, se ranger du côté des villageois ou protéger la meute qu'il avait acceptée comme l'une des leurs. Manon dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les louveteaux trébuchant dans la neige, leurs fourrures douces comme des ombres, leurs jappements résonnant dans sa poitrine. Puis elle entendait l'avertissement de Nicolas, dur et sévère. Ils vont organiser une battue. S'ils découvrent que tu es lié au loup, ils te traiteront de traîtresse. Au matin, les rumeurs s'étaient propagées comme un feu de paille. Au bistrot tabac du village, les hommes discutaient en cercle serré et coléreux, leurs fusils en bandoulière. « Il y a des traces partout dans la vallée », s'écria l'un d'eux. « Ils se multiplient. Si on ne les élimine pas maintenant, ils s'attaqueront à notre bétail au printemps. » Un autre cracha par terre. « Si vous voulez mon avis, c'est la petite Leroy qui les a nourris. Les loups ne laissent pas de carcasse à votre porte, à moins que quelqu'un ne cherche les ennuis. » Manon se figea sur le seuil. Elle garda sa capuche baissée, mais les yeux la suivaient, vifs et soupçonneux. Elle acheta rapidement de la farine et de l'huile de lampe, évitant la conversation, puis retourna dans le froid mordant. Nicolas l'attendait dehors, la mâchoire serrée. « Tu vois ? Ils sont sur les dents. Ils marcheront dans la forêt d'ici une semaine, peut-être moins. » Manon serra le sac entre ses mains. « Et ils tueront tout ce qu'ils trouveront. » Il fronça les sourcils. « Mieux vaut eux que nous. » Elle secoua la tête, sa voix basse mais ferme. « Ce n'est pas de la survie, Nicolas, c'est de la vengeance. Les loups ne prennent pas plus que ce dont ils ont besoin. J'ai vu leur tanière. Ils élèvent des petits, sans défense. Si les chasseurs les trouvent, ce sera un massacre. » Nicolas écarquilla les yeux. « Tu es allé à leur tanière ? » « Ils m'ont invité, » répondit-elle simplement. Il la regarda comme si elle était devenue folle. « Manon, tu joues avec le feu. Les gens murmurent déjà que tu n'es pas comme tout le monde, que tu es trop proche de la nature. S'ils apprennent ça, ils ne s'en prendront pas seulement au loup, ils s'en prendront à toi. » Un nœud se forma dans sa gorge, mais elle refusa de détourner le regard. « Qu'ils le fassent. Je ne trahirai pas ce que j'ai vu. » Cette nuit-là, elle entendit à nouveau les loups. Le chœur de la meute s'éleva au-dessus de la vallée enneigée, long et lugubre. Mais parmi les hurlements, il y avait quelque chose de différent, une note de peur. Elle prit sa lanterne et sortit. Des empreintes s'entrecroisaient au bord de sa clairière. Les loups s'étaient à nouveau approchés, encerclant la maison comme des sentinelles silencieuses. Et là, dans la neige, elle trouva une autre offrande. Un lapin, encore chaud, placé avec soin sur le seuil de sa porte. Son cœur se serra. Il ne s'agissait pas de domination ou de menace. C'était de la confiance. Ils lui avaient montré leur petit, lui avaient laissé de la nourriture, avaient veillé sur sa maison. En retour, ils lui demandaient de se tenir à leur côté. Mais que pouvait faire une seule femme contre un village assoiffé de sang ? Le lendemain, Nicolas revint, son fusil sur le dos. Il y a une réunion demain. Ils vont planifier la battue.
Tu devrais venir. Prendre position. Si tu l'oses. Manon serra la mâchoire. Si je parle, ils penseront que j'ai perdu la tête. Peut-être, admit-il, mais si tu ne le fais pas, les loups n'auront aucune chance. Elle regarda au-delà de lui, vers la lisière des arbres où des yeux dorés clignotaient parfois au crépuscule. Elle pensa aux loups blessés qui avaient boité jusqu'à sa porte, aux louveteaux blottis contre leur mère dans la tanière, et elle sut qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Ce soir-là, elle attisa le feu et s'assit avec son journal, la lanterne projetant de longues ombres sur les murs de bois. Elle nota chaque détail, la tempête, le sauvetage, le cadeau du chevreuil, la tanière. Si on la traitait de menteuse, au moins sa vérité serait écrite noir sur blanc. Une ombre bougea à la fenêtre. Elle leva la tête et le vit. C'était le même loup blessé, maintenant plus fort, ses yeux dorés brillant dans l'obscurité. Il se tenait au bord de la clairière, la regardant, puis il leva le museau et hurla une fois, un son grave et constant. Son pouls se calma à sa voix. Demain, elle affronterait ses voisins. Demain, elle risquerait tout. Alors que le hurlement du loup s'évanouissait dans la nuit, Manon réalisa le choix qui s'offrait à elle, protéger sa place parmi les villageois ou défendre ouvertement la meute. Dans tous les cas, la tempête qui s'annonçait allait changer la vallée pour toujours. La salle des fêtes de la mairie était bondée, un murmure sourd parcourant la foule comme le vent sur les champs gelés. Les hommes tenaient leurs fusils, les femmes se serraient les coudes, et les enfants regardaient avec de grands yeux depuis les bancs du fond. Une odeur de laine humide et de fumée de bois emplissait l'air. Tous étaient venus pour entendre le verdict. Que faire des loups? Manon se tenait près de la porte, serrant fermement son châle. Nicolas lui fit un signe de tête encourageant, mais ses yeux l'avertirent aussi, choisis bien tes mots. À l'avant, le maire, Jean Dubois, frappa la table de sa main. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Les loups sont devenus audacieux cet hiver. Il y a des traces autour de nos fermes. Du bétail a disparu. Je dis que nous devons les chasser. Des acclamations éclatèrent. Certains frappèrent les bancs en signe d'accord. Mais pas tous. Quelques-uns se tortillèrent, mal à l'aise, jetant des regards vers Manon. Elle sentait son pouls marteler ses tempes. Elle avait répété ce qu'elle allait dire des centaines de fois, mais sa bouche était sèche comme de l'amadou. Pourtant, elle s'avança. Vous vous trompez, dit-elle, sa voix claire malgré le tremblement dans sa poitrine. Les loups ne nous chassent pas. Ils survivent, tout comme nous. Une vague de moquerie parcourut la salle. Survivre? Aboya un fermier. Ils tueront mes moutons au printemps. Manon releva le menton. Alors protégez vos moutons, comme nos pères le faisaient. Mais ne massacrez pas toute une meute pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Je les ai vus. Ils ne prennent que ce dont ils ont besoin. Ils élèvent leurs petits, des louveteaux qui ne survivront pas si vous attaquez leur tanière. La salle se tendit. Le maire Dubois plissa les yeux. Et comment savez-vous ce qu'ils prennent? À moins que, son regard se durcit, à moins que vous ne les ayez nourris, comme le disent les gens. Des exclamations de surprise se firent entendre. Manon sentit son estomac se nouer, mais elle ne flancha pas. J'ai sauvé l'un d'entre eux. Un loup blessé dans la tempête. Je l'ai ramené chez moi parce qu'il serait mort sinon. Et en retour, la meute m'a apporté de la nourriture. Ce ne sont pas des monstres. Ils se souviennent de la bonté. La salle explosa. Certains criaient d'indignation, d'autres chuchotaient avec incrédulité. Dubois frappa à nouveau la table. Vous admettez avoir fraternisé avec des loups. J'admets avoir traité une créature blessée avec miséricorde, rétorqua Manon. Et je le referai. Nicolas se leva alors, sa voix grave et autoritaire. Je connais Manon le roi depuis toujours. Elle n'est ni sotte, ni traîtresse. Si elle dit qu'on peut laisser les loups tranquilles, peut-être devrions-nous l'écouter. Une discussion animée s'ensuivit. Certains prirent le parti de Manon, arguant que les loups n'avaient fait de mal à aucun humain. D'autres réclamaient du sang, poussés par la peur d'un hiver rigoureux. Finalement, Dubois leva la main pour demander le silence. Assez. Nous allons voter. Chasser ou les laisser en paix. Le cœur de Manon battait la chamade alors que les mains se levaient. À sa surprise, près de la moitié se rangea de son côté.
Mais l'autre moitié, menée par Dubois, resta ferme. Le vote était à égalité. Le visage de Dubois se durcit. Alors nous réglerons ça à ma manière. À l'aube, une partie de chasse partira. Que ceux qui veulent protéger leurs terres se joignent à nous. La réunion se termina dans le chaos. Manon sortit dans la nuit, son souffle embuant l'air froid. Nicolas la rattrapa. Tu as fait une différence ce soir. Mais Dubois n'arrêtera pas. Manon regarda vers la ligne sombre des arbres où elle savait que les loups attendaient. Alors je devrais l'arrêter d'abord. Cette nuit-là, les hurlements résonnèrent à nouveau, un cœur qui semblait l'appeler par son nom. Manon s'assit près du feu, son journal ouvert, le cœur déchiré entre le monde humain auquel elle était liée et le monde sauvage auquel elle avait été invitée. Au matin, les fusils seraient levés, le sang coulerait, et tout ce qu'elle avait lutté pour protéger ne tiendrait plus qu'à un fil. L'air du matin était glacial, du genre qui craque sous les pieds et se colle aux cils comme des fragments de verre. Manon ajusta son châle, se tenant au bord de sa clairière, déchirée entre deux mondes. À l'est, elle entendait les préparatifs des chasseurs, les hommes qui criaient, les chevaux qui piaffaient, les fusils qui cliquetaient, tandis que le maire Dubois aboyait des ordres. À l'ouest, depuis la ligne sombre des pins, venait le hurlement grave et envoûtant des loups. Nicolas gravit péniblement le sentier, son fusil sur l'épaule, le visage sombre. Ils sont presque prêts, dit-il. Dubois veut traquer la meute et en finir avant la tombée de la nuit. Manon déglutit. Et tu vas avec eux? Il regarda vers la forêt, puis de nouveau vers elle. Je suis venu pour t'empêcher de faire une bêtise. Si tu t'approches de cette chasse, Manon, tu seras prise entre le plomb et les crocs. Elle secoua la tête, la détermination brûlant sous sa peur. Si je me tais, les loups seront massacrés. Si je parle, peut-être que certains écouteront. Nicolas soupira. Il lui tendit simplement sa lanterne et murmura, alors que Dieu nous vienne en aide. Ils suivirent le crissement des bottes vers le village, où une douzaine d'hommes s'étaient rassemblés. Dubois se tenait droit, son fusil brillant dans la lumière pâle. Aujourd'hui, nous reprenons la vallée, déclara-t-il. Une acclamation s'éleva, mais elle mourut lorsque Manon s'avança. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle éleva la voix, ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. Vous appelez ça la liberté? Tuez ceux qui ne vous ont fait aucun mal? Les loups n'ont pas attaqué vos maisons, ils n'ont pas versé de sang humain. Ils élèvent leurs petits, luttant pour survivre, tout comme nous. Dubois ricana. Ne te laisse pas avoir par un cœur tendre. Les loups ne négocient pas. Manon serra les poings. Tu as tort. J'ai sauvé l'un d'eux. Il vit grâce à la miséricorde, pas aux balles. Et la meute m'a montré sa confiance. Ils m'ont laissé de la nourriture. Ils ont respecté ma maison. S'ils étaient des monstres, je serais déjà morte. Des murmures parcoururent les rangs. Certains hommes bougèrent, mal à l'aise, mais Dubois fronça encore plus les sourcils. Assez. Écarte-toi, le roi, avant que je ne te compte parmi eux. Thomas s'interposa. Elle dit la vérité. J'ai vu les signes aussi. Les loups se souviennent. Si nous chassons maintenant, nous commencerons une guerre que nous ne pourrons pas terminer. Dubois cracha dans la neige. Soit. Ceux qui sont avec moi, encellent. La moitié des hommes suivit Dubois, leurs bottes martelant le sol gelé. Les autres restèrent en arrière, échangeant des regards incertains. Le cœur de Manon s'emballa. Si les chasseurs atteignaient la tanière, les louveteaux seraient sans défense. Elle se tourna vers Nicolas, le désespoir dans les yeux. On ne peut pas les laisser la trouver. Il acquiesça gravement. Alors nous les détournerons. Ensemble, ils se précipitèrent vers l'ouest, la neige crissant sous leurs pas pressés. Manon savait que les loups étaient proches, observant, attendant. Elle pria pour qu'ils comprennent ce qu'elle essayait de faire. Bientôt, les corps des chasseurs résonnèrent, des détonations puissantes déchirant l'air froid. Manon et Nicolas montèrent plus haut, laissant de fausses pistes, faisant tout leur possible pour brouiller les traces. Mais Dubois était implacable. Sa voix résonnait dans la forêt, débusquez-les. Manon n'eut d'autre choix. Elle porta ses mains à sa bouche et laissa échapper un hurlement long et tremblant. Le son résonna dans les montagnes, brut et surprenant.
pendant un instant, la forêt se tut. Puis, des profondeurs de la vallée, vint une réponse. Le chœur de la meute s'élevant à l'unisson, emplissant l'air d'une puissance qui fit même hésiter les chasseurs. Dubois jura, ils sont proches. En avant. Mais Manon savait que c'était plus qu'une réponse. C'était un appel. Pour elle. Les loups l'avaient entendu, et ils arrivaient. La forêt vibrait de tension, chaque branche chargée de neige, chaque ombre vivante de possibilités. Les poumons de Manon la brûlaient. Derrière elle et Nicolas, les chasseurs de Dubois avançaient. Puis, le silence. Un silence lourd d'attente. Manon se figea. Dans cette quiétude, elle le sentit. Des yeux fixés sur elle, des dizaines d'entre eux, dorés et sansillés. Le premier loup apparut, celui qu'elle avait sauvé. Il boitait à peine maintenant, sa fourrure plus dense, ses blessures presque guéries. Il se tenait droit, la tête haute, son regard fixé sur elle en signe de reconnaissance. Derrière lui, d'autres silhouettes émergèrent une à une, grises, argentées, noires, jusqu'à ce que la clairière soit remplie de leur puissance. La meute. Nicolas murmura d'une voix rauque, « Mon Dieu !» Les loups ne s'avancèrent pas, mais ne reculèrent pas non plus. Ils se dispersèrent, formant un croissant, les corps tendus. Ce n'était pas de l'agressivité, c'était de la défense. Ils savaient ce qui arrivait, et cela arriva vite. Dubois et ses hommes firent irruption entre les arbres, leurs fusils en l'air. La vue des loups provoqua un concert de cris. Là! Débusquez-les! Dubois leva son fusil, mais Manon se précipita en avant, les bras étendus. Arrêtez! Cria-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Ne tirez pas! Dubois grogna. Arrière, le roi. Tu as eu ta chance. Les chasseurs se dispersèrent, tentant de flanquer la meute. Les loups grognèrent, un grondement grave et guttural, leurs yeux brillants comme des flammes. Les chiens, lâchés, chargèrent les loups. La meute s'avança comme un mur de fourrure et de crocs, mais ils n'attaquèrent pas. Ils formèrent une barrière, grognant et montrant les dents pour contenir les chiens sans porter le premier coup mortel. Manon se plaça entre eux, le cœur battant à tout rompre. Ils ne veulent pas de sang, cria-t-elle. Vous ne voyez pas? Ils tiennent la ligne, ils ne tuent pas. Mais Dubois tira. Le coup de feu résonna, brisant une branche juste au-dessus du loup blessé. La neige tomba en pluie et l'écho retentit comme une malédiction. La meute éclata en un chœur de hurlements furieux. Le son secoua les chasseurs jusqu'à la moelle. Dubois rechargea, le visage déformé par la rage. Avant qu'il ne puisse viser à nouveau, Nicolas s'interposa, pointant son propre canon vers le ciel. Le coup de feu partit en l'air. Assez, Dubois. Rugit-il. Regarde autour de toi. Est-ce que ça ressemble à un massacre? Ils se défendent, comme nous le ferions. Les chasseurs hésitèrent, l'incertitude fissurant leur bravade. La fureur de Dubois éclata. Lâche. Il leva à nouveau son fusil, visant cette fois le loup blessé. Le cri de Manon déchira la clairière. Non. Elle se jeta en avant, déviant la visée de Dubois. Le coup de feu retentit, mais au lieu de toucher le loup, la balle frappa la neige aux pieds de Manon. Dubois la repoussa, mais le moment était rompu. L'alpha s'avança, imposant, inflexible. Il fixa Dubois d'un regard si féroce qu'il le cloua sur place. Lentement, délibérément, l'alpha baissa la tête et laissa échapper un grondement qui résonna comme le tonnerre. Quelque chose en lui brisa le sortilège de la violence. Les chiens gémirent et reculèrent. Les chasseurs, secoués, commencèrent à baisser leurs fusils, murmurant. Dubois, pâle de rage et de peur, se retrouva seul, son autorité en lambeaux. Manon se releva. Vous l'avez vu vous-même. Ils n'ont pas attaqué. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des protecteurs. Un silence de mort s'installa. Puis, un par un, les chasseurs baissèrent leurs armes. Nicolas acquiesça fermement. Elle a raison. Nous les laissons en paix. Seul Dubois resta défiant, tremblant de fureur. Ce n'est pas fini, cracha-t-il en bousculant les autres pour retourner furieusement au village. La meute maintint sa position jusqu'à ce que les chasseurs disparaissent.
Puis, lentement, ils se fondirent à nouveau dans la forêt. Seul le loup blessé resta en arrière. Il s'approcha de Manon, plongea ses yeux dorés dans les siens et frôla sa main de son museau avant de disparaître à son tour. Manon resta là, tremblante, dans un mélange de soulagement et de crainte. La meute les avait épargnés, mais les mots de Dubois résonnaient comme une menace. Il reviendrait. Et la prochaine fois, la miséricorde pourrait ne pas suffire. Les jours qui suivirent la confrontation furent étrangement calmes. La neige adoucit les traces des chasseurs. La forêt semblait respirer, et pendant un moment, Manon crut presque que la tempête était passée. Les hurlements des loups reprirent leur rythme lointain, non plus emplis de fureur, mais de la cadence de la survie. Les dernières paroles de Dubois la hantaient. Nicolas lui rendait souvent visite. La meute te fait confiance maintenant, lui dit-il un soir. Tu as fait plus que ce que quiconque croyait possible. Mais l'orgueil de Dubois est une blessure, et les hommes blessés attaquent. Elle acquiesça. Il ne pardonnera pas d'avoir été humilié. Ses craintes se confirmèrent en moins d'une semaine. Un fermier arriva au village, prétendant que 2 moutons lui avaient été volés. Les traces dans la neige n'étaient pas concluantes, mais Dubois s'empara de l'histoire. Au bistrot tabac, il cria « Vous voyez. Je vous avais prévenu. » Les rumeurs devinrent plus fortes, elle avait ensorcelé les loups, la sécurité de la vallée était secondaire à son étrange dévotion. Un matin, elle se réveilla et trouva un symbole grossier gravé sur la porte de sa maison, une tête de loup transpercée par une balle. Le message était clair. Pourtant, elle refusa de céder. Elle vérifiait la tanière de la meute quand elle le pouvait, trouvant les louveteaux de plus en plus forts. Le loup blessé, son loup, pensait-elle parfois, la saluait avec une familiarité prudente. Mais Dubois était patient. Il commença à monter le village contre elle, racontant des histoires de meutes exterminant des troupeaux, d'enfants enlevés. La peur s'enracina là où la raison ne le pouvait plus. Puis, un soir glacial, Nicolas arriva, essoufflé. Il prépare quelque chose. Dubois rassemble à nouveau des hommes, mais pas pour chasser. Pour toi. Il dit que tu es une sorcière, que tu as attiré les loups sur nous. Il veut te faire un procès. Le sang de Manon se glaça. Un procès ? En ville, demain soir. Il appellera des témoins. Il tordra chaque mot jusqu'à ce que tu aies l'air coupable. Et si la ville se range de son côté, Nicolas hésita, les yeux sombres. Tu ne seras pas en sécurité ici. Cette nuit-là, elle entendit à nouveau le hurlement grave de la meute. Elle sortit avec une lanterne et les vit. Des silhouettes sombres à la lisière des arbres, observant en silence. Le loup blessé s'avança, ses yeux brillants à la lumière. Manon murmura, « Ils viennent pour moi. » Que dois-je faire ? Le loup ne bougea pas, se contentant de la fixer avant de lever la tête et de hurler dans la nuit. Un par un, les autres se joignirent à lui, leur cœur s'élevant pour remplir les montagnes. Cette fois, cela ressemblait moins à une complainte qu'à un serment. Manon rentra, sa décision prise. Si Dubois voulait l'amener devant le village, elle irait. Non pas avec la peur, mais avec la vérité. À l'aube, Manon rangea son journal et s'enveloppa dans son châle. Demain soir, elle affronterait les villageois. Mais à l'extérieur, des empreintes fraîches dans la neige lui révélèrent quelque chose d'inquiétant. La meute s'était approchée plus que jamais, comme si elle se préparait à la soutenir lors de son jugement. La salle des fêtes de la mairie, qui servait également de lieu de réunion, était pleine à craquer. Dubois se tenait à l'avant, son fusil appuyé sur le pupitre comme un sceptre. « Nous sommes ici », commença-t-il d'une voix de tonnerre, pour décider du sort de notre vallée. Les loups encerclent nos maisons, et certains voudraient nous faire croire que ce sont des anges à fourrure. Le roi les a choyés, nourris et rendus audacieux. Ce soir, nous jugerons si sa miséricorde nous a tous mis en danger. Manon était assise, le dos droit, son journal sur les genoux. Nicolas était assis derrière elle, prêt à parler. Dubois appela ses premiers témoins, des hommes affirmant que les loups avaient pris leur bétail, des femmes disant avoir entendu des hurlements plus proches que jamais. Finalement, il se tourna vers Manon. « Levez-vous et répondez. Avez-vous ramené un loup dans votre maison ?» Sa gorge était sèche, mais sa voix resta ferme. « Oui. Je l'ai trouvé blessé pendant la tempête. J'ai pris soin de lui comme je le ferais pour toute créature dans le besoin.
La salle murmura. Le sourire de Dubois était acéré. Et la meute n'est-elle pas venue à votre porte? Si, admit-elle, non pas avec les crocs, mais avec des cadeaux. Un chevreuil, un lapin. Ils ont partagé avec moi comme j'avais partagé avec eux. Ce n'est pas une menace, c'est de la confiance. La salle explosa en discussion. Dubois frappa la table. Vous voyez? Elle est ensorcelée, aveuglée par les bêtes. Les loups ne font pas de cadeaux. Ils attirent leur proie. Le cœur de Manon battait la chamade, mais elle s'avança, brandissant son journal. J'ai tout écrit. Chaque détail. La nuit où je l'ai porté à travers le blizzard, la façon dont il a guéri près de mon feu, la nuit où ils m'ont montré leur tanière, leur louveteau, petit et sans défense. Ces pages contiennent la vérité. Lisez-les, et vous verrez que ce ne sont pas des monstres. Le silence se fit. Certains visages s'adoucirent, d'autres se durcirent. Dubois renifla. Des histoires. De l'encre sur du papier. Les loups ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Nicolas se leva. Mais ils peuvent agir. J'étais là quand Dubois et ses chasseurs ont tiré sur la meute. Je les ai vus tenir la ligne, pas massacrer. S'ils avaient voulu tuer, ils l'auraient fait. Si Manon est coupable, alors je le suis aussi, car je la crois. La foule hésita. Le doute crépitait comme la glace sous les pieds. Dubois, sentant le contrôle lui échapper, devint désespéré. Les mots ne vous sauveront pas quand le sang coulera. Croyez-moi, ces loups attaqueront. Avant que quiconque ne puisse répondre, un son résonna dans la vallée, long, grave, un hurlement. Puis un autre, et encore un autre, des dizaines s'entrelaçant en un chœur envoûtant. Les villageois se figèrent. Dubois saisit l'occasion. Vous entendez? Ils arrivent. Mais Manon s'avança, sa voix perçant la peur. Écoutez attentivement. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est un serment. Ils savent que vous me jugez, et pourtant ils attendent à la lisière de la forêt, sans attaquer. Ils observent, décidant si vous êtes digne de leur miséricorde. La salle resta stupéfaite. Un ancien, qui avait chassé les loups toute sa vie, parla. J'ai chassé les loups toute ma vie. Ils ne se retiennent jamais. Peut-être y a-t-il une part de vérité dans ce qu'elle dit. La réunion se termina sans verdict de culpabilité. Manon n'était ni condamnée ni acquittée. Dubois sortit en trombe, son orgueil en lambeaux, mais Manon savait que ce répit était fragile. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle les vit, des yeux dorés brillants depuis la crête, parmi eux le loup blessé. Il s'était approché plus que jamais, attendant sa décision. Et dans la neige derrière sa maison, elle trouva quelque chose de glaçant, des empreintes de bottes qui n'étaient ni les siennes, ni celles de Nicolas, menant droit vers la piste des loups. La lune était froide et nette. Manon s'agenouilla près des empreintes. Des traces humaines, profondes, menant de sa maison vers la forêt, où les pistes des loups s'étalaient. Quelqu'un les avait suivies. Nicolas s'accroupit à côté d'elle. Trop fraîche, murmura-t-il. Faite dans la dernière heure. Et regarde, le pas est lourd. Il portait quelque chose, un fusil peut-être. Le cœur de Manon se serra. Dubois. L'idée de Dubois traquant les loups jusqu'à leur tanière lui oppressa la poitrine. Elle se releva, la détermination durcissant sa peur. Je ne le laisserai pas les atteindre. Nicolas la saisit par le bras. Manon, réfléchit. Il est armé. Tu ne peux pas y aller seul. Je ne suis pas seul, répondit-elle. Ils seront avec moi. Les hurlements résonnèrent à nouveau, plus proches, comme une réponse. Ils partirent immédiatement, suivant les traces. Après une heure, ils virent une lueur. La lueur d'un feu. Ils s'approchèrent furtivement. Dubois était là, une torche à la main, tournant autour de la tanière. Sortez, démons. Grogna-t-il. Finissons-en. Les loups étaient là, cachés à la lisière des arbres, leurs yeux brillants comme des braises. L'alpha restait immobile, observant Dubois avec une patience de prédateur. Manon sortit avant que Nicolas ne puisse l'arrêter. Dubois. Il se retourna, la torche haute. Ses yeux brûlèrent en la voyant. Bien sûr.
Toujours toi, les protégeant comme s'ils étaient ta famille. Parce qu'ils le sont, dit Manon fermement. Ils t'ont épargné, Dubois, encore et encore. Tu es en vie parce qu'ils ont choisi de ne pas te tuer. Dubois éclata d'un rire sec. Épargné? Ce sont des bêtes. Et toi, tu es ensorcelé. Ça se termine ce soir. Il abaissa la torche vers la tanière. Le cri de Manon déchira la nuit. Arrête! Elle se jeta en avant, se plaçant entre Dubois et la tanière. Écarte-toi, ou tu brûleras avec eux. Alors, l'alpha grogna, un son profond et retentissant qui fit trembler le sol. Manon se tint droite. Si tu les tues, Dubois, tu tueras aussi cette vallée. Ils maintiennent l'équilibre. Sans eux, la terre meurt, et nous aussi. Dubois ricana. Tu crois que la peur m'atteindra? Il leva la torche, mais hésita. Le loup blessé sortit de la ligne des arbres et se plaça aux côtés de Manon. Ses yeux dorés se fixèrent sur Dubois, sans peur. Pour la première fois, la bravade de Dubois se fissura. La lumière du feu vacilla sur son visage, révélant non pas de la colère, mais du doute. Nicolas sortit de sa cachette, son fusil levé. Lâche ça, Dubois. Assez de sang a coulé ce soir. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, avec une malédiction, Dubois jeta la torche dans la neige. Elle s'éteignit dans un sifflement de vapeur. Tu as choisi ton camp, le roi, cracha Théil. Mais souviens-toi de ça. Tu ne pourras pas les sauver pour toujours. Sur ce, il s'enfonça dans la forêt. Les genoux de Manon faillirent se dérober. Le loup blessé se pressa contre sa jambe, la stabilisant, avant de retourner auprès des siens. L'alpha lui lança un dernier regard solennel, puis disparut. Manon crut que le pire était passé. Jusqu'à ce qu'elle et Nicolas retournent à la maison et la trouvent saccagée. Son journal avait disparu. Dubois ne s'était pas seulement retiré. Il avait volé sa vérité, et il avait maintenant l'intention de l'utiliser contre elle. La porte de la maison de campagne grinça, révélant la ruine. La lanterne de Manon tremblait. Le bois de chauffage était éparpillé, les chaises renversées. Mais le pire était l'étagère vide. Son journal, contenant chaque détail de ses rencontres avec les loups, avait disparu. Nicolas jura entre ses dents. Dubois. Les genoux de Manon tremblaient. Ce n'est pas juste un livre. C'est ma vérité. Sans lui, je n'ai rien pour me défendre. Et entre ses mains, ajouta Nicolas, le visage dur, tordu de la bonne manière, cela devient une preuve. Il fera de toi une conspiratrice. Il dira que tu as attiré les loups ici. Les gens le croiront. Au dehors, le vent s'intensifia. Puis, faible mais clair, le hurlement des loups s'éleva, constant et triste. La peur de Manon se calma juste assez pour qu'elle puisse respirer. Ils savent. Ils seront de mon côté. Mais comment? Les loups ne pouvaient pas témoigner. Quand l'aube se leva, elle se redressa avec une détermination glaciale. Nous allons le récupérer, dit-elle à Nicolas. Le journal. Mes mots. Ma vérité. Nous trouverons où il l'a caché avant qu'il n'empoisonne tout le monde. Le plan était téméraire, mais c'était le seul qu'ils avaient. Cette nuit-là, ils se faufilèrent dans le village silencieux jusqu'au bureau du maire. À l'intérieur, le bureau de Dubois était un chaos de papier. Ils cherchèrent rapidement, en silence. Rien. Puis, la main de Manon effleura un coffre verrouillé sous le bureau. Avec le couteau de Nicolas, ils forcèrent la serrure. À l'intérieur, au-dessus d'une pile de papier, se trouvait son journal. Elle le saisit, le cœur battant de soulagement. Mais alors, la porte grinça. Dubois se tenait sur le seuil, une lanterne à la main, un sourire triomphant aux lèvres. Je savais que tu viendrais. Nicolas leva son fusil, mais le pistolet de Dubois était déjà pointé. Baisse-le, grogna Dubois. Vous croyez pouvoir récupérer vos mensonges? Le village les entendra, mais de ma voix. Et quand ils le feront, ils te chasseront, ou te pendront. Manon serra le journal contre sa poitrine. Ce sont mes mots, Dubois. Tu ne peux pas les tordre avec ta haine. Son sourire était glacial. Regarde-moi faire.
Avant qu'elle ne puisse répondre, un son déchira l'attention. Un hurlement, proche, incroyablement proche. Le visage de Dubois vacilla. Puis un autre, jusqu'à ce que la nuit explose des voix de la meute. Ses yeux brûlaient, il l'avait suivie, la protégeant même ici. La bravade de Dubois se brisa, mais son doigt se crispa sur la gâchette. Alors tu tomberas avec eux, siffla-t-il. Le pistolet tonna, le son résonnant dans le bureau. Manon tressaillit, serrant le journal, mais il n'y avait pas de sang. La balle s'était logée dans le mur. Dubois jura, armant à nouveau le chien. Avant qu'il ne puisse tirer, les fenêtres vibrèrent sous un chœur de hurlements. Des yeux dorés brillaient dans l'obscurité, pressés contre les vitres. La main de Dubois vacilla. Nicolas saisit l'instant, se jetant sur lui. La deuxième balle ricocha sur les poutres. Ils luttèrent, la lanterne tomba, sa flamme léchant les papiers. « Manon, pars !» cria Nicolas, mais elle ne bougea pas. Elle éteignit la flamme avant qu'elle ne se propage. La fumée lui piquait les yeux. Puis un craquement. La porte du bureau se déforma sous un choc violent. Des loups. Leurs corps frappèrent à nouveau le bois, leur grognement déchirant la nuit. Dubois, désespéré, se libéra et visa à nouveau Manon. « Tu crois qu'ils te sauveront ? Tu nous as tous condamnés. » La peur de Manon s'évanouit, remplacée par le feu. « J'ai sauvé une vie dans une tempête, Dubois. Et cet acte en a sauvé des dizaines d'autres. Ce n'est pas la damnation, c'est l'espoir. Tu es trop aveugle pour le voir. » La porte vola en éclats. Le loup blessé entra le premier, balafré, flanqué de l'alpha. Ils n'attaquèrent pas. Leur seule présence fit reculer Dubois en titubant, son pistolet tremblant. Nicolas lui arracha l'arme des mains. Les villageois sortirent, des fusils à la main, mais ce qu'ils virent les arrêta net. Manon, debout, ferme, les loups à ses côtés, sans une seule goutte de sang versée. L'alpha s'avança. Il regarda la foule, puis se tourna délibérément vers Manon, inclinant la tête, un geste qu'aucun homme ne pouvait mal interpréter. Le message était clair. Cette femme n'était pas leur proie. Elle était leur alliée. Dubois tomba à genoux, sans voix. Manon éleva la voix. Vous craignez que les loups apportent la mort, mais ils vous ont montré la miséricorde. Ils ont choisi la paix. Choisirez-vous la même chose ? Un silence lourd s'installa. Puis, lentement, les fusils s'abaissèrent. L'ancien shérif parla. J'ai assez vu. La meute reste. La décision n'était pas unanime, mais elle était définitive. On retira à Dubois son insigne de maire, et il fut chassé de la ville. La meute se fondit dans les arbres, un dernier regard vers Manon. Dans le bureau en ruine, Manon se tenait debout. Elle tenait son journal, sa vérité retrouvée, son choix justifié. La vallée avait changé pour toujours. Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver commençait à céder, Manon trouva de nouvelles empreintes à l'extérieur de sa maison, de petites traces de pattes fraîches dans la neige. Les louveteaux étaient venus, non plus cachés, mais s'aventurant jusqu'à sa porte. Le lien entre elle et la meute n'était plus un secret. C'était un destin. Le printemps arriva lentement dans la vallée. La neige fondit, le ver obstiné réapparut. Avec le dégel vint un changement silencieux mais indéniable. La meute ne se cachait plus. Leurs empreintes sillonnaient ouvertement la clairière de Manon, un rappel quotidien qu'elle faisait partie de leur cercle. Les louveteaux devinrent audacieux, leurs yeux de la même couleur ambre que ceux de leurs aînés. Les voisins le remarquèrent aussi. La méfiance initiale fit place à un respect prudent. Les loups semblaient avoir tracé une frontière, restant dans les profondeurs de la forêt, sauf pour s'approcher de la maison de Manon. Le pacte forgé dans la tempête tenait bon. Nicolas resta son fidèle allié. « C'est drôle, dit-il un après-midi alors qu'il réparait la porte. Il y a un an, j'aurais tiré sur un loup à vue. Maintenant, je me surprends à espérer qu'il reste. » Manon sourit. Ils nous ont montré qui ils sont. Nous devions juste écouter. Le nom de Dubois s'estompa en murmure. La vallée s'adapta peu à peu à un nouveau rythme. Les enfants grandirent avec les histoires des loups de Leroy. Pour Manon, la vie devint plus simple et plus riche. Elle s'occupait de ses terres et passait ses soirées près du feu, écrivant dans son nouveau journal.
Celui-ci, elle ne le remplissait pas seulement de récits de survie, mais de leçons. La loyauté, la résilience, la miséricorde. Et toujours, le loup blessé restait le plus proche. Il venait souvent dans sa clairière, presque sans boiter, ses yeux dorés croisant les siens avec une reconnaissance qui n'avait pas besoin de mots. Parfois, il s'allongeait près du feu pendant qu'elle travaillait à l'extérieur, une sentinelle silencieuse. Ce n'était pas de la possession, ni de la domestication. C'était de la camaraderie, gagnée, non exigée. Un soir, alors que le crépuscule peignait la vallée d'argent et de violet, la meute se rassembla une dernière fois près de sa maison. L'alpha se tenait à l'avant, les louveteaux gambadant à ses pieds. Le loup blessé pressa son museau contre la main de Manon, scellant à jamais le lien qu'ils avaient forgé. Puis, d'un cri magnifique et envoûtant, la meute éleva sa voix à l'unisson. Les hurlements résonnèrent dans la vallée, non pas comme un avertissement ou une complainte, mais comme une reconnaissance. Un cœur qui portait le souvenir de la tempête, du blizzard et de la miséricorde d'une femme qui avait choisi la compassion plutôt que la peur. Manon se tenait là, des larmes brillant dans ses yeux, sachant que ce moment n'était pas seulement pour elle, mais pour toute la vallée. Un rappel que le sauvage et l'humain pouvaient partager la même terre, non pas comme des ennemis, mais comme des parents. Et lorsque les voix s'évanouirent, Manon murmura dans le silence, « Vous ne serez plus jamais seul. » La vallée l'entendit, les loups l'entendirent, et au plus profond d'elle-même, elle l'entendit aussi.